Bonjour tout le monde. On sent que c'est le dernier jour de la GRH. Et en même temps, on est ravis de voir l'amphithéâtre comme ça plein à nouveau. On va démarrer la table ronde ce matin autour d'une thématique qui est quelque part liée au droit et pas uniquement à la RH, qui est la négociation sociale alternative. Et donc, je vais me permettre de présenter nos trois invités, nos trois intervenants experts. Et avant ça, je voulais vous dire que l'un d'entre eux a eu la gentillesse de nous faire livrer 100 exemplaires de son ouvrage, son dernier ouvrage, et qui se trouve ici. Quand vous partirez, quand la table ronde sera terminée, il y en a un pour chacun d'entre vous. Donc je vais déjà profiter de vous donner cette information parce que je vois que tout le monde les regarde et je le comprends. Moi la première, j'ai envie d'en prendre un. Et donc avant de présenter mes invités, je voudrais remercier les personnes qui ont fait cette table ronde possible. Parce que vous me voyez moins ici animée, mais ça a été un travail de groupe. Donc il y a eu dans l'organisation de cette table ronde Nicolas Aubert, que je remercie, Ingrid Mazelli, et puis Delphine Lacaze, et moi-même. Donc ça a été un travail de groupe qui nous a permis d'être accompagnés de nos trois collègues que je présente tout de suite. Alors je vais me permettre de lire un peu, parce que hier soir, pour des raisons que certains d'entre vous ont observé, j'étais un peu fatiguée, et ce qui fait que j'ai pas pu tout mémoriser. Donc à ma gauche, j'ai Alexis Bugada. Alexis Bugada est un collègue juriste, donc il est agrégé des facultés de droit. Il est professeur à la faculté d'Aix-Marseille, à la faculté de droit et de sciences politiques, et il dirige le centre de droit social depuis 10 ans. Ce centre de droit social est consacré à la recherche en droit du travail et en droit de la protection sociale. Il coordonne également la formation des masters de la faculté de droit en ce domaine. Alors, il est auteur de nombreuses publications juridiques dans les domaines suivants: le contrat de travail, les sources du droit du travail, la négociation collective, le contentieux du travail, la santé au travail, la protection sociale d'entreprise, etc. Ces dernières publications significatives portent sur la flexisécurité, la réforme de la prud'homie, la négociation collective, notamment les restructurations des branches, le salaire minimum, le développement de la médiation dans les relations du travail, la sécurisation du contentieux du travail après les ordonnances du 22 septembre 2017, dont je pense qu'on va en dire un mot. Ensuite, nous accueillons Olivier Leberquier. Je pense que chacun d'entre vous a dû le voir un jour ou l'autre à la télévision. Il est directeur général délégué de Scopti depuis sa création en août 2014. À la base, il est BEP mécanicien monteur et CAP de mécanicien tourneur, recruté en 81 comme mécanicien à Fralib du groupe Unilever. Il prendra ses premiers mandats de représentant du personnel en 91 et il occupera la fonction de délégué syndical central pour la CGT. En 97, Unilever décide de fermer l'usine du Havre et après un conflit de 18 mois, il accepte la mutation sur le site de Fralib à Lemnos en 98, où il poursuivra sur ses mandats de représentant syndical. En 2002, il obtient son brevet d'état d'éducateur sportif et actuellement il termine une formation de dirigeant d'entreprise de l'économie sociale. En septembre 2010, et il nous en parlera avec plus de détails, le groupe Unilever annonce son intention de fermer l'usine Fralib à Lemnos pour délocaliser son activité en Pologne et en Belgique. Un conflit social s'engage, il dure
1336 jours, c'est important parce que c'est le nom de la marque du produit qu'ils vendent maintenant. Et il débouchera sur un accord de fin de conflit et de la création de Scopti. Et enfin, on accueille Jean-Louis Vincent, qui est l'auteur de ces ouvrages qui vous attendent, qui est vice-président des ressources humaines de SNCF Logistics depuis 2013. Il a un MBA et il a débuté sa carrière en qualité de directeur logistique de Digital Equipment en 81, puis au sein de Disneyland Paris en 89. Il a rejoint le groupe Pfizer en 95, où il a occupé le poste de DRH France et Afrique. Puis en 2000, FedEx au poste de DRH Europe du Sud. Il intègre Geodis en 2003 comme DRH France, puis est promu DRH Group en 2009. Jean-Louis Vincent est par ailleurs président du groupe de protection sociale Clésia, administrateur de la GIRC et de l'ARCO, et membre de la commission protection sociale et aussi du comité transport au sein du MEDEF. Il est également vice-président de l'AFT et vice-président du bureau national de l'ANDRH. J'oublie rien, Jean-Louis? Super. Alors j'ai pris le temps de les présenter parce que compte tenu de la problématique et de la thématique que l'on traite, leur background va jouer un rôle important. Donc je vais lancer la table ronde et puis j'aimerais la lancer autour de la question qu'est-ce qu'on entend, messieurs, et notamment Alexis peut-être, par négociation sociale alternative? Est-ce que mon micro marche? Je ne suis pas sûr. Et tu regardes, je vais me battre avec lui. Merci. Alors, je viens vers vous, d'abord merci de l'invitation, mais avec une voix alternative. Donc il va falloir un peu tourner l'oreille pour essayer de deviner ce que j'essaie de dire en tant que juriste. Alors, moi, je trouve que le thème d'invitation est extrêmement intéressant du point de vue du juriste, parce que la notion de négociation alternative dans le Code du travail n'existe pas. Mais elle n'existe pas, mais elle est sous-jacente dans beaucoup de textes et surtout dans l'esprit des réformes nouvelles, où finalement la négociation alternative, c'est négocier autrement. Qu'est-ce qu'on connaît en droit? On connaît la négociation dite dérogatoire, c'est-à-dire négocier de façon différente à ce que l'indique la loi, dite de principe général. Pour faire simple, si on se positionne sur le terrain des relations collectives de travail, sur le terrain des accords collectifs de travail, on négocie avec les délégués syndicaux. Voilà. Est-ce qu'on peut négocier avec d'autres partenaires que les délégués syndicaux? C'est une forme de négociation dérogatoire. Voilà. Il y a aussi d'autres formes de négociation dérogatoire, c'est négocier sur des objets qui ne seraient pas forcément aussi favorables que ce que prévoit la loi. Et l'exemple type, date depuis les années 1982, c'est la durée du travail. Négocier de telle sorte à ce que l'on aménage le temps de travail et de façon un peu différente que ce que prévoit la loi. Donc, oui, les juristes parlent plutôt de négociation dérogatoire, pas d'alternative. Et pourtant, là, il y a toute une série de réformes qui se sont succédées, pour faire simple et pour comment rester sur le terrain des évolutions récentes. Loi Rebsamen, donc en 2015, loi El Khomri 2016, ordonnance dite Macron, cette année, où on voit très bien qu'on cherche des pistes pour négocier autrement. Je prends quelques exemples. Déjà, on peut négocier sur la façon de négocier. Bon, il faut aimer négocier dans notre pays, ça, il faut du temps. Mais négocier sur la façon de négocier, c'est déjà de voir ensemble comment est-ce qu'on peut, par exemple, regrouper les grands thèmes de négociation, même obligatoires, qui d'ordinaire font l'objet de rounds de négociation séparés, plutôt que de se voir de façon séparée tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ici pour les salaires, là pour la classification, là pour l'égalité hommes-femmes, ne peut-on pas, ensemble, par voie contractuelle, avec nos organisations syndicales, trouver le moyen de rationaliser notre dialogue social, de contractualiser la façon dont nous pouvons ensemble programmer notre négociation, y compris sur des thèmes obligatoires. C'est un exemple de négociation alternative contractualisée. On contractualise la façon dont on va négocier sur des thèmes qui, d'ordinaire, sont imposés par la loi selon des rythmes imposés par la loi. Autre exemple, plus sulfureux, mais je dirais très évocateur, mais peut-être pas aussi révolutionnaire qu'on peut le penser, parce qu'à mon avis,
cela va assez peu se présenter en pratique. C'est l'hypothèse, par exemple, avec l'avènement de l'accord majoritaire, vous savez, ces accords à 50%, où il faut avoir en face de soi au niveau de l'entreprise des acteurs syndicaux qui ont acquis à l'issue des élections professionnelles un taux de 50% de votation. Si d'aventure vous avez un employeur qui négocie un accord à 50% mais pas au moins 30%, il est possible de basculer sur une validation d'un projet d'accord par voie référendaire. Donc est-ce que le référendum d'entreprise n'est pas une façon de négocier autrement? Est-ce que ce n'est pas une forme de négociation alternative qui permet de contourner quoi? Le principe dit de l'accord majoritaire qui, en pratique, est devenu, en réalité, extrêmement difficile à atteindre, parce que je ne sais pas quels sont les périmètres, mais je ne sais pas si vous avez forcément en face de vous un ou plusieurs syndicats prêts à négocier pour conclure des accords dits 50%, y compris sur des thèmes un peu touchy, un peu sensibles, comme les accords de maintien d'emploi, par exemple. Voilà. Donc, voilà des façons d'aborder la négociation alternative sous l'angle des relations collectives de travail. On pourrait aussi prolonger ça sous l'angle des relations individuelles, car après tout, depuis la loi Macron du 6 août 2015, on assiste à l'avènement, la loi le permet, c'est un vrai changement de philosophie, à l'avènement des médiations. Désormais, il est possible de recourir à des médiations, des clauses de conciliation conventionnelles, sans même avoir passé spontanément par le Conseil des prud'hommes. Bien sûr, le Conseil des prud'hommes peut valider en BCO, en bureau de conciliation de l'orientation, l'accord, mais la philosophie de la médiation, donc du dialogue intermédié, qui change un peu la culture des rapports de travail, est initiée dans le dispositif législatif pour qu'on s'en empare. Pour peu que culturellement, nous soyons tous prêts, nous acteurs du dialogue social, syndicats, employeurs, et puis aussi intervenants, à utiliser ces nouveaux outils d'intermédiation. Autre forme de négociation dite alternative. Alors prenons un des exemples que tu as cité, c'est le référendum d'entreprise. Et je pense que Jean-Louis, tu t'es posé cette question et que tu as des choses à dire là-dessus. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Dessous. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bon, juste pour préciser, c'est que je ne suis pas DRH de la SNCF, je suis DRH d'une branche, et donc je suis plutôt dans la partie, je dirais, des entreprises de droit privé. Donc je ne suis pas sur la partie EPIC, même si j'ai des relations fortes avec EPIC, et même si la partie fret SNCF, qui est dans mon giron, est aussi une partie d'EPIC. Mais l'EPIC, aujourd'hui, dans mon périmètre, ne représente que 10% de l'ensemble. Voilà. Donc pour vous poser la situation. Oui, avant de répondre sur la partie référendum, sur la partie du sujet, je dirais que, bon, moi qui suis un praticien des relations, je dirais que depuis une vingtaine d'années, au début, quand je vois ça, je me dis, bon, de quoi on veut parler? Et en fait, quand on creuse, alors vous êtes un bon observateur, moi je suis plutôt un opérationnel, disons, quand on creuse ça, je dirais qu'au-delà, vous avez dit autrement, je dirais même, moi, c'est transformé, parce que c'est vrai ce que vous avez dit, c'est que derrière, il y a l'histoire. Il y a l'histoire, quand on regarde l'histoire de la France en matière de relations sociales, qui a été basée souvent sur le conflit. D'accord? Donc on ne parlait pas de négociation. Il fallait d'abord être en position de force de conflit pour pouvoir dire on arrive à un accord. Et je dirais les différentes lois que vous avez citées tout à l'heure nous amènent petit à petit justement à amener vers une forme de négociation qui, je dirais pas nouvelle, mais qui nécessite des préambules. C'est-à-dire qu'il faut avoir une culture, il va falloir développer une culture de la relation sociale qu'on n'a pas aujourd'hui en France, qui est vraiment basée sur ce conflit. D'ailleurs, quand on dit, excusez-moi, en tant que DRH, quand on parle de droit de grève, personnellement, ça me choque. Alors, peut-être que vous allez dire l'inverse, mais ça me choque. Le droit de grève, je dirais que c'est, pour moi, c'est pas l'élément qui doit être en avant. Vous avez des pays européens, comme la Roumanie, où vous êtes obligé de négocier avant de pouvoir arriver à la grève. Et vous avez au Danemark, dans la loi, le conflit n'existe pas, donc vous êtes obligé d'être en négociation. Donc on voit bien le poids de la culture et le poids de l'histoire en France qui nous amène à ceci.
Alors, et d'ailleurs, moi, quand on dit négociation alternée, alternative, j'espère que hier, ce qui s'est passé avec mes collègues de la DRH n'est pas une nouvelle forme, et je tiens publiquement à apporter mon soutien à l'ensemble des collègues DRH qui ont été victimes des agissements que je trouve abominables. Voilà, ce que je veux dire, c'est une petite parenthèse. Alors, sur le référendum, personnellement, en tant que DRH, mais là, ça m'engage, je n'engage pas la DRH, mais je m'engage moi, je dirais que personnellement, je suis contre. Voilà. Je suis contre parce que je considère que si on arrive à un référendum, ça veut dire que c'est l'aboutissement d'un échec préalable de la négociation. Or, je dirais que la négociation, elle est là pour aboutir à un accord. Si on n'aboutit pas à un accord, ça ne sert à rien de négocier. Donc ça veut dire qu'on doit être toujours dans une position de gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des concessions, mais il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à un accord. Et donc pour moi, personnellement, le référendum, c'est un peu l'épée de Damoclès qu'on veut... Alors, dans l'esprit du législateur, je peux comprendre, mais dans la réalité du terrain, je crains qu'après, ça devienne un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je trouve que pour moi, ce n'est pas faire cette pédagogie de la négociation qui doit être le fondement, justement, de dire on doit arriver, on doit aboutir à un accord en finale, et donc le référendum, théoriquement, ne doit pas exister. Voilà. Donc moi, c'est un peu ma position, mais là, je n'engage que moi personnellement, je n'engage pas la NDRH, parce qu'il y a le secrétaire général qui est là. Mais personnellement, je parle en tant que tel, je suis personnellement contre, parce qu'en fait, ça va à l'opposé de la négociation qui, elle, est là pour... avec deux parties doivent arriver à un accord gagnant-gagnant, en se respectant les uns les autres, en intégrant les contraintes des uns et des autres. Et donc, je pense que le référendum n'est pas une bonne chose dans l'entreprise. Voilà. Alors, merci Jean-Louis pour ce point de vue. Je repasserai la parole à Alexis tout à l'heure autour du référendum, pour t'entendre là-dessus, mais j'aimerais qu'on entende Olivier. Je voyais votre langage non-verbal, qui en dit long, probablement autant que le langage verbal de Jean-Louis, quand il parlait notamment du droit de grève. Donc, est-ce que je peux avoir votre retour là-dessus? Bonjour à tous, déjà, merci de m'avoir invité et pour me permettre de donner mon son de cloche et notre vision. Je ferai forcément toujours un lien avec ce qu'on a vécu par rapport à la lutte et comment je vois les choses, notamment par rapport aux nouvelles lois qui sont arrivées après 2010, donc que ce soit la loi Raif Salem avec l'ANI, la loi El Khomri, maintenant Macron, etc., où j'expliquerai que la perte de droits pour les travailleurs qu'ont eu ces différentes lois en lien avec le conflit qu'on a mené. Effectivement, oui, je peux réagir. Si l'objectif et la vision d'avenir pour les travailleurs de notre pays, c'est de se mettre au niveau des Roumains, je pense que là, on a un souci. Bon, par contre, moi, je voulais juste, par rapport à la première question qui était posée, le thème il est posé de cette manière-là, négociation alternative. Moi, je serais d'avis déjà de dire, alternative à quoi? Ça sous-entend qu'il y ait une négociation. Aujourd'hui, la majorité des travailleurs dans notre pays, ils sont régis avec, ils ont un contrat de travail avec un lien de subordination avec l'employeur. Donc, moi, je ne l'ai pas vécu, j'ai 54 ans, je travaille depuis l'âge de 17 ans, ni dans les différentes entreprises où j'ai travaillé, ni dans celles que j'ai pu accompagner, où j'ai pu avoir un écho de comment ça se passait dedans. Je ne connais pas des endroits où il y a eu des négociations, au terme de négociations, c'est-à-dire on peut, avec armes égales, on va dire, négocier avec celui qui est en face de nous, sans qu'il y ait un rapport de force. Ça n'existe pas. C'est impossible. Au minimum, vous allez avoir une discussion s'il n'y a pas de rapport de force, mais très souvent, c'est un monologue qui vient de celui qui a le pouvoir lié au lien de subordination qu'il a avec les personnes qu'il a en face de lui, et il imposera, à l'issue de ce que lui appellera une négociation, que moi j'appellerais simplement un monologue, et je l'ai vécu dans un groupe comme Unilever, la dégradation de comment on négociait, par exemple sur les négociations annuelles sur les salaires, entre les moments où on avait réussi à créer un rapport de force, et les moments où il n'y en avait pas, parce qu'on n'est pas tout le temps en rêve, quand même, tout le temps. Et donc, très régulièrement, quasiment majoritairement tous les ans, les négociations annuelles, il se passait par l'obligation légale de l'employeur de réunir les organisations syndicales pour discuter, et au bout du compte, à la finale, il y avait un accord qu'on ne signait pas parce qu'on n'était pas d'accord, mais
si on avait pas, à part d'avoir réussi à créer un rapport de force pour faire évoluer les choses, sinon, bah, c'était ce que l'employeur avait décidé dès le départ. Donc pour moi, déjà la première question, alternative à quoi? Pour moi, ça n'existe pas la négociation, tout au moins dans notre pays, s'il n'y a pas un rapport de force de créer pour pouvoir discuter vraiment, pour faire bouger les choses dans le sens qu'on veut. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport au débat sur les différentes lois qui viennent de bouger et qui continuent à faire bouger les relations dans les entreprises par rapport aux droits des travailleurs, bah, tout simplement, nous, en 2010, quand le groupe Unilever annonce la fermeture et fermeture économique de l'entreprise, tout le monde sait aujourd'hui, puisqu'on a fait annuler 3 plans sociaux devant le tribunal de grande instance, en cours d'appel à Aix, en cassation, de partout, toujours on nous a donné raison, et nous on est rentré dans l'illégalité parce qu'obligé par la loi, à un moment donné, Unilever, en première instance, sur le 2e plan social, on avait été dégoûté, il fallait qu'on attende la décision de la cour d'appel, bah, il a fallu rentrer dans l'illégalité. Je dis pas ça pour faire apparaître, voilà, on serait des Robins des Bois ou je sais pas quoi, mais simplement parce qu'on était obligé de le faire. Si on ne l'avait pas fait, bah aujourd'hui je ne serais pas devant vous pour vous expliquer l'histoire qu'on est en train de continuer à faire vivre. Mais parce que bah, la loi telle qu'elle est faite en France, comme il n'y a pas l'appel n'est pas suspensif de la décision de première instance, bah, nous a imposé de rentrer dans l'illégalité pour attendre que la décision de justice nous soit favorable pour faire valoir nos droits. Voilà. Sinon, on aurait fait bah, comme les Nestlé à Saint-Bonnet, comme les Continental à Amiens, etc. Ah oui, 6 ans après, 7 ans après, un tribunal de prud'homme vient vous dire que l'employeur n'avait pas le droit de licencier, ou les coudieurs n'avaient pas le droit de fermer pour raison économique l'entreprise. Ah, vous êtes content, vous avez 6 ans après, on vous dit que vous avez raison, mais sauf qu'il n'y a plus d'usine. Donc nous, on voulait avoir raison, mais tout de suite, pas après. Donc il a fallu qu'on rentre dans l'illégalité, et on n'a pas honte de l'avoir fait, pour pouvoir faire valoir nos droits. Ça, c'est pas normal. Il aurait fallu, d'ailleurs, à l'occasion des présidentielles, avant les présidentielles de 2012, quand le futur président de la République était venu nous rendre visite dans le cadre des primaires socialistes à l'usine, François Hollande, un des points qu'on avait discuté, c'était l'inversion du calendrier. Et l'inversion des pouvoirs juridiques. On disait, il ne faut pas attendre d'aller au prud'homme pour faire, qu'on nous donne des droits au niveau des travaux, pour faire contester, pour pouvoir contester une raison économique, avant même qu'il puisse appliquer un plan social. Donc il nous avait dit, oui, je ferai une loi pour ça. À l'arrivée, il a fait l'ANI. Donc c'est pas du tout ce qu'on lui demandait. Donc nous, si jamais les lois avaient été appliquées, déjà même la première, hein, l'ANI, si elle avait été appliquée en 2010, aujourd'hui je ne serais pas devant vous pour pouvoir vous dire, vous expliquer l'histoire qu'on a menée, puisque juridiquement on n'aurait pas pu mener les batailles qu'on a menées. On ne peut plus aller devant un tribunal de grande instance dès le départ pour faire annuler un plan social. C'est plus possible aujourd'hui. Maintenant c'est l'administration qui valide ou non un plan social, enfin, plan social, nous on dit plan de sabordage de l'emploi, plan de sauvegarde de l'emploi, on supprime des emplois et on appelle ça plan de sauvegarde des emplois. Donc aujourd'hui c'est plus possible, donc quand on vous amène une restructuration, il y a une différence maintenant avec l'ANI, il y a l'administration qui se positionne, et si vous n'êtes pas d'accord, si vous l'allez contester, vous n'avez plus devant le tribunal d'instance, mais devant le tribunal administratif, et vous attaquez pas l'employeur. Vous attaquez l'administration. Donc là, l'employeur, maintenant, il est tranquille dans son coin, il a juste à faire valider. Et quand on connaît les liens qu'il peut y avoir étroits avec l'État et le pouvoir que peut avoir l'État sur l'administration, je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Dans notre dossier, en 2011, le deuxième PSE, qui était complètement illégal, l'administration locale avec laquelle on avait des rapports, tout au long de la procédure, nous disait il n'y a pas de problème, juridiquement, hein, on était 182 salariés à l'effectif, ils reprennent un plan social à 103, parce qu'ils avaient négocié individuellement avec des gens. Le périmètre, il était complètement faux. Donc c'était sûr qu'il soit illégal. L'administration nous donnait raison là-dessus, dans les relations qu'on avait. Au dernier moment, sous l'ordre du ministre du Travail de l'époque, Xavier Bertrand, l'administration a été contrainte de ne pas donner la lettre d'observation
de pas rendre public la lettre d'observation qui nous aurait permis, dès la première instance, de faire annuler le plan social. Donc on voit bien le poids que peut avoir, à un moment donné, dans ce qu'ils appellent les négociations, le poids d'un ministre, par exemple. Donc demain, vous allez avoir une procédure, l'administration, même si ils veulent faire, on sait que les travailleurs sont dans leurs droits, il peut y avoir le poids d'un décisionnaire qui vient lui dire « vous ne le faites pas », et donc du coup, vos droits, ils sont où dans ces conditions-là? Et dernière chose sur le référendum, alors là, on a au moins un point d'accord, moi aussi, je ne suis pas d'accord sur le référendum. L'exemple, il est concret, hein. On était 182 à l'effectif à l'annonce de la fermeture. On a lutté jusqu'au bout pendant 1336 jours à 76. Faites le calcul, c'est pas majoritaire. Si à un moment donné l'employeur avait pu, et c'était pas le cas puisqu'il n'y avait pas encore ces lois, faire un référendum pour poser la question aux salariés, est-ce que vous voulez un gros chèque pour partir et arrêter de me traîner dans la justice, ben donc on aurait été mis en minorité. Et donc là, ils auraient pu appliquer leur plan social. Aujourd'hui, c'était pas le cas à ce moment-là, heureusement ils n'ont pas pu le faire, et je peux vous garantir qu'ils ne seraient pas privés de le faire s'ils l'avaient fait. Une fois que je dis ça, c'est pas, on n'a pas de rancœur, j'ai pas de rancœur envers mes camarades qui ont fait le choix de partir individuellement. Ce ne sont pas devenus mes adversaires. Ils ont subi comme moi une annonce illégale de fermeture économique d'une entreprise. Ils ont choisi ils ont pris un choix individuel, ok, mais nous on a choisi la défense collective. On a mis l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Donc ils ont fait un choix, mais s'il y avait eu un référendum possible de se faire à ce moment-là, et bien donc aujourd'hui on ne serait pas là pour pouvoir parler de notre histoire. Alors merci beaucoup Olivier, hein, vraiment ta passion on la ressent, hein, et puis on l'accueille. Donc Jean-Louis, vas-y. Je vais rebondir sur deux choses. D'une part sur le référendum, on est d'accord, mais pas pour les mêmes raisons quand même. Deuxième chose, l'exemple que vous citez, bon moi je ne le connais pas dans le détail, j'ai regardé à la télévision comme tout le monde, mais je voudrais quand même rassurer, je pense que ce n'est pas l'exemple de l'ensemble de la France. Il y a quand même aujourd'hui plus de 30 000 accords qui se signent en France. Il y a eu malheureusement des PSE qui ont eu lieu, qui se sont passés d'autres manières. Donc je pense que je voudrais pas que l'auditoire ici ressorte avec une certaine idée de la manière de gérer les relations sociales. Je pense qu'il y a une autre manière de le faire. Là où vous avez raison, c'est vrai que quand on est deux partis, souvent on dit sur les relations, oui mais les syndicats, etc. Je pense que le côté patronal, on a aussi nos responsabilités. D'ailleurs c'est ce que je dis dans le livre que vous aurez peut-être l'occasion de lire ce week-end. Mais je pense que c'est là où tout à l'heure je parlais de cette relation gagnant-gagnant. Si on ne change pas notre culture de la négociation sociale, c'est certain qu'on ne va pas évoluer dans les négociations sociales. Alors les lois successives qui viennent au-delà de ce que vous venez de dire, ont un avantage, c'est qu'elles vont amener de plus en plus cette négociation au sein des branches et au sein des entreprises. Donc il va falloir changer la culture et changer l'entreprise. Moi je prends l'exemple du transport. Je connais certains patrons, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui pour eux il fallait entre guillemets je lâchais quand il y avait vraiment une grève, que tout était bloqué, etc. Enfin d'ailleurs, on l'a encore vu récemment, il suffit qu'il y avait une crainte. Et alors, le patronat, souvent dans le transport, n'a pas été capable de prendre l'initiative de dire on va arriver à un accord, non. Donc tant qu'il n'y avait pas ce rapport de force qui était là, on a l'impression d'avoir lâché pour rien, comme il disait. Et je trouve que ça, c'est un peu dommageable. Je veux dire, les négociations doivent évoluer. Je pense que les lois vont nous aider dans ce sens-là. Mais voilà, donc je voulais ajouter sur ce petit volet par rapport à vous, tout en respectant le travail qui a été fait, bien sûr. Donc Alexis, hein, on entend là deux points de vue assez différents, presque avec une idéologie sous-jacente différente, c'est-à-dire dans un cas, un rapport de force qui ne peut que amener vers un gagnant et un perdant. Dans un autre cas, la volonté, la croyance que le gagnant-gagnant c'est possible. D'un point de vue juridique, quel est ton point de vue? Alors, moi ce que je trouve très très intéressant, tu as utilisé le terme idéologie, on a utilisé le terme de culture, de négociation, vous avez également utilisé le terme d'action collective. Tout ça nous ramène à quoi? Nous ramène au fait, ou du moins à la façon dont nous avons construit nos rapports collectifs de travail, historiquement en France, de façon hyper conflictuelle. Je pense que notre pli culturel a été pendant très longtemps, il est encore un peu, fondé sur une opposition frontale entre deux visions du monde. Je ne vais pas plus loin, mais je pense qu'on s'est compris. Et tout ça se
notion d'invitation, en effet, à l'action collective pour la défense des droits, et donc pour une forme de violence régulée, pour défendre certains droits, y compris dans la façon peut-être à ce qu'une minorité s'autorise des positionnements un peu radicaux, mais pour le bien d'une communauté qu'elle estime nécessaire de défendre. On n'est pas encore complètement sorti de ce pli culturel, d'autant que, par rapport au droit de grève, la Cour de cassation, et c'est un vrai drame à mon avis, ne permet pas précisément des modes de régulation qui autorisent dans le secteur privé des clauses de préavis avant grève qui permettent de négocier. Alors il existe dans certains secteurs, notamment dans le transport, des modes, des chartes qui permettent avant le dépôt d'une grève, d'essayer de renouer le dialogue social conflictuel avant le déclenchement d'une grève, mais ça n'a pas de valeur juridique. Ça repose sur la bonne volonté des acteurs. Donc, le rapport conflictuel est structurellement ancré dans nos habitudes. Du gouvernement. Aussi, bon. Mais c'est fondamentalement ancré dans notre culture française. Mais, je ne sais pas si nous allons y arriver, mais l'option choisie depuis 2008, depuis la réforme de la représentativité syndicale, depuis la réforme des modalités des élections professionnelles dans l'entreprise, et avec l'objectif de l'avènement de l'accord dit majoritaire. L'objectif, c'est tout de même de reléguer le rapport de force, l'action collective, au profit de notre type de rapport de force, celui issu de la majorité, celui issu des élections professionnelles, celui issu des urnes. Le rapport de force, désormais, qu'essaie de mettre en place le législateur depuis 2008, en s'appuyant sur cette grande confédération dont la CGT demeurant, c'est précisément de faire en sorte que si nous allons vers l'accord majoritaire avec de forts pouvoirs pour les partenaires sociaux d'entreprise qui peuvent déroger notamment à la branche, c'est en s'appuyant sur le fait de légitimité, sur le résultat acquis à l'occasion des élections professionnelles, avec un cycle électoral récurrent, tous les 4 ans, vous le savez, c'est désormais ça qui est mis en place, plutôt que les actions coup de poing, plutôt que les actions collectives qui parfois ne sont pas toujours bien perçues de tout le monde, y compris du grand public, et qui peuvent créer des dommages qui sont parfois sans commune mesure au gain espéré en retour. Même si j'ai tout à fait conscience que le droit de grève a aussi cette vertu-là, c'est une soupape de sécurité pour les relations sociales. Parfois, il faut que ça explose un peu. Sinon, on va finir par se taper dessus. Ok, j'entends. Il n'empêche qu'on peut imaginer des process pour envisager la grève comme vraiment quelque chose de dernier recours. Et je pense très sincèrement que l'avènement d'un accord majoritaire fondé sur le résultat des élections professionnelles, c'est la clé d'un nouveau changement de rapport de force et d'une autre façon de concevoir la négociation collective. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'au départ, mais que ce soit côté, sur l'occurrence patronale et syndicale, que l'on sorte de nos dogmes, de nos postures et qu'on se présente différemment. Si vous voulez. Côté patronal, par exemple, c'est vrai que savoir partager la stratégie d'entreprise, parce que déjà d'accord, avant de rentrer sur un PSE, il faut déjà en amont être d'accord et avoir partagé la stratégie d'entreprise, les difficultés d'entreprise éventuellement, et qu'on soit déjà d'accord sur le constat. Parce que si on n'est pas d'accord sur le constat, c'est sûr qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc il faut vraiment sortir de ces dogmes, de ces postures, pour rentrer vraiment dans une relation de confiance qui nécessite de la maturité dans les relations. Moi j'ai l'habitude de dire, on a les syndicats qu'on mérite dans l'entreprise. En l'occurrence, moi j'ai toujours prôné le fait d'avoir des organisations syndicales qui étaient très formées, avec des interlocuteurs compétents, parce que, je veux dire, à partir du moment où vous avez des interlocuteurs compétents, au moins vous pouvez avancer, vous pouvez négocier. Alors il y a peut-être parfois dans le rapport de force, c'est vrai qu'on a tendance à dire, moi j'ai tout savoir, j'ai mes avocats, etc., eux ne savent rien, et donc c'est là où ce conflit arrive, et donc là c'est cette partie respect, gagnant-gagnant, et c'est vraiment toute une transformation, enfin au-delà de l'alternative tout à l'heure, c'est vraiment la transformation que l'on vit aujourd'hui, notamment avec le numérique, etc., elle doit se faire aussi dans le cadre de ces relations sociales et du dialogue social dans l'entreprise. Oui, et une des choses qui est très difficile, pour mettre en application ce que vous dites, c'est la mise à niveau des informations réciproques.
Alors, la BDES, la Banque de données économiques et sociales, c'est pas mal, même si c'est compliqué à mettre en œuvre. Et il faut savoir la lire, il faut savoir l'utiliser, la fonder, plein de difficultés. Mais l'accès aussi aux nouveaux outils juridiques, par exemple, les ordonnances qui viennent, il faudra du temps pour que de part et d'autre, du côté employeur et salarié, chacun s'approprie ces nouveaux outils sans se méfier de l'autre. Si demain un employeur dit bon, venez, on va essayer de négocier sur la négociation pour savoir comment on va négocier ensemble pour l'avenir. Pourquoi il vient vers nous? Qu'est-ce qu'il cache? Comment rétablir cette logique de confiance égalitaire alors que, bien évidemment, le niveau d'information, il est asymétrique, où chacun aussi a son rythme. Et puis, parfois, les syndicalistes perdurent dans l'entreprise, mais pas toujours. Il y a des rotations. Donc, quand il y a des rotations, il n'y a pas toujours le même niveau de compétence. Donc, la question de la gestion des parcours syndicaux, c'est une vraie difficulté pour que ce savoir-faire puisse se transmettre de représentants syndicaux à représentants syndicaux. Bon, oui, sur cette question-là, la loi Macron, par les ordonnances, il règle, puisqu'il va maintenant interdire d'avoir plus de 3 mandats. Donc le problème, il l'a réglé de cette manière-là. Du coup, la question ne se posera même plus. Non, moi, juste simplement, par rapport à la situation, donner encore un exemple par rapport à ce qu'ils appellent dialogue social. Moi, j'ai toujours évité le terme par les discussions que j'avais avec mon employeur, de me considérer comme un partenaire social. Comment je peux être partenaire de celui qui m'exploite? Donc c'est pour moi impossible. À partir du moment où j'ai en face de moi quelqu'un qui exploite ma force de travail, ça ne peut pas être mon partenaire. Au minimum, c'est une personne avec qui je suis obligé de discuter pour faire avancer les choses, mais pour moi c'est un adversaire, c'est pas un partenaire. Quand on rentre sur un terrain de foot, on n'a pas la même couleur de maillot, et celui qui est en face de nous, c'est notre adversaire. Pour autant on le respecte, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne tire pas dans le même but, hein, sinon il y a un souci. Donc pour vous expliquer, parce que c'est comme ça que ça se passe dans les grands groupes. Alors j'entends qu'il y a des accords, c'est pas parce qu'il y a des accords qu'il y a négociation. C'est ça que je parle. Moi, c'est mon négociation qui me pose problème. Il y a des accords, il y a plein d'accords, mais quand vous avez dans l'entreprise des gens qui n'ont aucun pouvoir face à l'interlocuteur qu'ils ont en face, bah oui, il y a un accord de signer parce qu'ils sont obligés de signer. Sinon, ils perdent leur travail. Bon, si c'est ça de la négociation, oui, il y a plein d'accords qui sont signés de cette manière-là. Mais donc, par exemple, au groupe Unilever, on avait eu un conflit social au printemps 2010. On devait se revoir pour retravailler sur la grille des salaires au départ avant l'été, ensuite repoussé à l'automne. Et quelques jours avant cette réunion, on nous annonce que finalement la réunion n'aura pas lieu. Écoutez bien, ils nous disent à la place, il y aura un comité d'entreprise extraordinaire pour présenter un document sur l'avenir de l'entreprise, le 28 septembre 2010. En guise de document sur l'avenir de l'entreprise, on nous annonçait la fermeture de l'entreprise. Donc pour eux, ce que l'employeur considère comme un avenir pour nous, c'est venir nous annoncer qu'il ferme l'entreprise. Vous voyez comme quoi les termes, ils n'ont pas le même sens en fonction de quel côté vous vous trouvez. Après, moi, sur le débat qu'il y a par rapport à comment on doit améliorer les choses, moi je pense que le problème, il est plus de fond, vraiment d'aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi aujourd'hui on continuerait à cultiver dans la tête de nos jeunes l'esprit individualiste, parce que c'est ça qu'on continue à vendre, et c'est ça qui pour moi pourrit les choses. Pourquoi il y aurait une obligation que l'entreprise soit constituée systématiquement avec des ouvriers, des employés, des techniciens géométriques, des cadres, et une direction? Pourquoi ça devrait être ça, forcément, le modèle qui fonctionne? Nous, quand on s'est posé la question de repartir, on est pour repartir en entreprise classique. On aurait pu aller chercher un repreneur, etc., trouver quelqu'un qui... Et il y en avait, et il y en a encore d'ailleurs, qui lance sur notre outil industriel. On est reparti en coopérative ouvrière. Et on est 58, peu importe le nombre de parts qu'on a pris dans l'entreprise, certains en ont pris un peu plus que d'autres, on a tous une voix. Voilà. Et donc là, il n'y a pas cette problématique de savoir l'adversaire. Non, on est tous dans le même bateau. Et c'est nous qui avançons tous ensemble. Et pourquoi on continue, pourquoi ce modèle-là n'est pas beaucoup plus mis en avant?
plutôt que de mettre dans la tête de nos jeunes, c'est les startups, c'est l'individualisme, c'est de faire fortune. Celui qui aujourd'hui est président de la République, quand il était ministre des Finances, il avait employé une phrase en disant tout le monde rêve d'être milliardaire. Non, je m'excuse, moi je rêve pas d'être milliardaire. Moi je rêve de vivre dans une société où tout le monde vit correctement, où on ne voit pas à longueur de journée des gens qui sont dans la misère, ou à la télé ou à la radio, voir des trucs abominables qui se passent à travers le monde. Et quand on connaît les richesses qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de richesses aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Le gros problème, c'est que la richesse, elle est mal répartie. Voilà. Et donc, par exemple, je vais donner un exemple concret pour dire comment ça se passe chez nous. Quand on était avec Unilever, répartition des salaires de 1 à 230 entre l'opérateur chez Fralib et le PDG d'Unilever Monde, Paul Polman à l'époque, en 2009. Après, on a arrêté de regarder. C'était 320 000 euros de salaire, et je ne parle pas des stock options et tous les avantages, etc. Quand nous, les 58 coopérateurs, on s'est posé pour dire quelle politique salariale on va mettre dans l'entreprise, on s'y est posé, on a mis 9 mois pour y réfléchir, on n'était pas tous d'accord. Il y avait des qui voulaient salaire égal, il y en avait qui voulaient salaire unique par catégorie professionnelle, il y en avait qui disaient on repart sur le modèle qu'on avait, sur le salaire de base qu'on avait chez Unilever, qu'on essaye de corriger dans le temps. Voilà, il y a eu des débats, on est passé par des débats collectifs, des commissions qu'on a fait, des groupes de travail, une commission, etc. Et plusieurs votes pour aboutir à la politique salariale qu'on a mis en place. On a mis politique salariale, salaire unique par catégorie professionnelle, peu importe le poste qu'on occupe dans sa catégorie, tout le monde a le même salaire, donc il y a 3 catégories, et avec un écart minimum entre les catégories. Aujourd'hui, on a un écart de 1,25 entre le plus bas et le plus haut, 1 600 euros pour le premier collège, 2 000 net, et 2 000 euros sur 13 mois pour le troisième collège. On est loin de ce qu'on a vécu avec Unilever. Et je peux vous garantir, il n'y aura pas dans notre scope un jour quelqu'un qui gagnera 300 000 euros. Ça n'existe pas. Ni 58 000 euros, comme la nouvelle ministre de la Justice qui était à la SNCF il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc ça n'existera pas chez nous. Ça n'existera pas. Nous, on ne rêve pas d'être milliardaire. Et si un jour, et on espère qu'on va y arriver, on arrive à sortir des résultats positifs de l'entreprise, on va aller regarder comment on développe notre entreprise, comment on peut être créateur d'emplois pour d'autres, et on va plutôt réfléchir à augmenter le nombre d'emplois, diminuer le temps de travail, parce qu'on peut le faire, et puis que les gens viennent travailler à Skopje, que ça soit un endroit où ça soit une source d'émancipation, et que ce ne soit pas simplement un endroit où on vient travailler, que ça soit un endroit où on vient travailler et se cultiver. Voilà, et pas simplement un lieu de travail. Merci Olivier, prête-moi s'il te plaît, merci. D'ailleurs, dans l'émission Interception qui avait été faite sur Skopje, en parlant de ton nouveau rôle de directeur général délégué, tu disais en fait on n'est pas patron, chacun a sa mission, c'est pas moi qui ai voulu un poste comme ça, il fallait le faire, il faut surtout pas se prendre le melon. Donc on t'imagine bien en train de dire ça. Est-ce qu'il y a des réactions, Alexis? Oui, il y a quelque chose qui m'intéresse. Ce qui est formidable, c'est que vous ayez réussi à créer un environnement qui, sur un plan éthique, vous convient. Ça, personne ne peut vous le reprocher. Donc bravo à vous. Néanmoins, vous avez des salariés. Ils se sont donc placés dans un lieu de subordination. Non, ils ont 2 casquettes. Tiens. À partir du moment où il y a un contrat de travail, même s'ils sont partis à la SCOP, ils sont quand même salariés. Oui, mais c'est en lien de subordination avec eux-mêmes, puisque tous les salariés sont coopérateurs. Donc en même temps qu'ils sont salariés, ils sont aussi coopérateurs. Il y a 2 casquettes. Vous avez la casquette de salarié, et aujourd'hui, nous on le dit de cette manière-là. On aurait bien aimé, avec la lutte des Fralib, faire tomber le système capitaliste, mais ça a échappé à personne que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, dans notre entreprise, on essaye de mettre en place un maximum de règles avec nos valeurs à nous pour fonctionner tel que nous on souhaite le fonctionner. Néanmoins, on est dans ce système-là. Et donc forcément, on est par moments avec des contradictions fortes parce que
le système est celui-là et on doit travailler dedans. En plus, nous, on n'est pas dans une entreprise de service, on est une entreprise où on doit faire du commerce, et notamment avec la grande distribution, etc. Donc, je peux vous garantir que les négociations, on s'aperçoit très vite qu'on est encore dans le système capitaliste, quand on va en réunion, en discussion avec eux. Donc, le salarié de Scopti, qui est en même temps coopérateur, à la fois, effectivement, il y a un contrat de travail, donc régi avec les mêmes règles, lien de subordination avec son employeur, mais son employeur, c'est lui-même. C'est quand même complètement différent. Oui, c'est lui-même, mais quand même un dirigeant au sein de la coopérative. Non, on a obligé, c'est ce que je disais, c'est ce que j'essayais de dire dans l'interview qui avait été donnée, c'est que comme les règles sont celles-ci aujourd'hui en France, nous, on se serait bien contenté de faire une entreprise avec 58 et de ne pas se donner de titres. Et c'est comme ça qu'on pratique à l'intérieur. Nous, ce qui est souverain, notre organigramme, on a fait un organigramme en cercle. Ce qui est tout autour, qui entoure, c'est les coopérateurs. L'assemblée des coopérateurs, c'est ce qui est souverain dans notre entreprise. Pour les grandes décisions, c'est eux qui décident, les 58. Ensuite, comme on est dans ce système, il a fallu qu'on ait des certifications pour travailler avec la grande distribution. Donc pour obtenir la certification IFS pour travailler avec eux, donc il y a tous les organismes, etc., il fallait mettre en place des choses. Et là, on nous a imposé de faire l'organigramme classique. Vous savez, celui qui est en pyramide, là. Où tout en haut, vous avez le président, le directeur général, voilà. Donc il a fallu faire, sinon on n'avait pas la certification. Donc on a fait notre organigramme en pyramide. En haut de la pyramide, nous on a mis l'assemblée des coopérateurs. Voilà, c'est l'assemblée des coopérateurs qui est tout en haut, les 58. Ensuite, après, vous avez le conseil d'administration qui, pour nous, est l'organe de direction de l'entreprise. On est 11. Donc tous issus des coopérateurs de Scopti. De ce conseil d'administration, parce qu'on est une entreprise qui fonctionne, et une entreprise, comme vous le savez, ça vit tous les jours, il y a des décisions à prendre tous les jours. Il fallait trouver un mode de fonctionnement pratique. Donc on a décidé de sortir 3 personnes, enfin pas de sortir, de désigner 3 personnes, le président, le directeur général délégué, et à nous 3 on constitue ce qu'on appelle le comité de pilotage de l'entreprise. Donc à n'importe quel moment de la journée, on est en capacité, ou nous 3 ensemble, ou individuellement, de prendre une décision, dans le sens de la décision, de la ligne politique tracée par l'Assemblée Générale des coopérateurs, mais même quand on le fait, on essaye de privilégier d'avoir réuni au moins le conseil d'administration, voire les coopérateurs, avant de prendre une décision. Mais des fois, c'est pas possible. Mais quand on est dans ce cas de figure-là, on doit le prendre avant de les voir. Aussitôt, dès que c'est possible, on réunit le conseil d'administration et l'assemblée des coopérateurs pour valider avec eux la décision qui a été prise. Aujourd'hui, il ne nous est pas encore arrivé le cas de figure où une décision qui aurait été prise ne soit pas validée par les coopérateurs. Mais si un jour ça devrait être le cas, c'est ce qui peut arriver, hein, on n'est pas infaillible, et bien donc après coup, il faudra trouver le moyen de détricoter la décision qui a été prise, parce que pour nous, ce qui est souverain, c'est l'assemblée des coopérateurs. Alors Alexis, tu veux réagir à ça? Il y aurait beaucoup de choses à dire, non, mais j'ai bien compris. Mais je m'interroge aussi sur la licence ACE, vous avez des IRP, voilà. On a une organisation syndicale, des élus, etc. Voilà, non mais j'aurais aimé juste simplement dire une chose qui est là toujours au dogme, au concept, après il faut arrêter je pense, sinon on s'éloigne du sujet. Oui. C'est que la subordination, c'est pas qu'un rapport au capital et au travail. Dans une économie planifiée et même dans la fonction publique, il y a une forme de subordination qui touche à l'organisation du travail, qui donne des ordres pour pouvoir organiser le travail d'autrui. Voilà, c'était juste pour terminer l'échange. Merci. Ce que je voudrais amener tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit, c'est aujourd'hui on a quand même un mouvement dans le don, enfin, par exemple, une fois de plus, je dis c'est pas le seul, heureusement, il y a d'autres exemples qui sont différents. Je pense qu'il va falloir qu'on rentre dans une grande phase de pédagogie. C'est ce qui a manqué, je pense, sur les lois El Khomri. Et je pense que par rapport aux ordonnances, il va falloir faire beaucoup de pédagogie en interne, dans l'entreprise, dans la branche, pour pouvoir mettre en œuvre ceci et faire évoluer justement ces négociations. Alors je sais qu'à l'NDRH, c'est un point qui est important pour nous. On a, notamment avec les jeunes DRH, on a des groupes de travail autour de ceci, parce que ça veut dire qu'il faut changer aussi les pratiques. Et je pense qu'on va être dans ce mouvement-là. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que dans cette négociation sociale alternative, je crois que des notions comme l'arbitrage, des notions comme le conciliateur, des notions comme le médiateur,
c'est des notions sur lesquelles aujourd'hui et dans lesquelles demain il va falloir peut-être un peu plus piocher. Parce qu'aujourd'hui, justement, quand on a ce constat d'échec, c'est quoi? Alors c'est la grève, on claque la porte, et je pense qu'on doit être capable, alors dans certains pays ça existe par la loi, c'est obligatoire. En France, ça n'existe pas encore. Oui, ça existe déjà sur le conciliateur, voilà, médiateur. Mais je pense qu'au-delà de la loi, il va falloir qu'on rentre beaucoup plus dans des notions, et ça pourrait, notamment par exemple si on regarde l'arbitrage, ça pourrait décongestionner parfois les tribunaux, plutôt d'aller devant un tribunal, on nomme quelqu'un, les deux parties nomment quelqu'un, l'arbitre, qui lui prend à ce moment-là propose des décisions, évidemment, pour les décisions à la place, et donc éviter ensuite d'aller devant un tribunal, même si un arbitrage peut être contesté devant un tribunal, mais ça évite ceci. Donc je pense que ces notions d'arbitrage, de médiateur, de conciliateur, c'est des notions qu'il va falloir intégrer un peu plus dans les rapports. Je suis entièrement d'accord, à une réserve près. Je pense que après, collectivement, culturellement, à accepter l'arbitrage dans les relations individuelles du travail. C'est un peu compliqué à l'heure actuelle, on peut y réfléchir, mais néanmoins il y a véritablement une ouverture possible désormais avec la médiation, la conciliation dès l'entreprise, parce qu'on peut très bien imaginer des médiations via des poules de partenaires sociaux, même dans l'entreprise, avec l'avènement d'ailleurs ce qu'on appelle en France désormais depuis la loi semaine, des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui sont censées mettre en place des jeux de médiation pour les TPE, PME, y compris dans les relations individuelles et collectives. Ça existe sur le papier, mais il faut le faire vivre. Le papier il va tout seul. Et de toute façon, le problème que nous avons avec nos lois, c'est qu'elles ont une telle complexité qu'avant de pouvoir les assimiler, il faut beaucoup de temps, mais elles changent tous les ans. Donc, elles vont trop derrière. C'est compliqué. Juste pour terminer sur un point, la question médiation, conciliation, arbitrage dans les relations collectives de travail. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a un livre entier qui est consacré dans le Code du travail, qui n'est jamais utilisé, qui est une branche morte. C'est un vrai scandale. Pourquoi cette branche est morte? Parce que c'est pas adapté, mais on passe à côté. On préfère le conflit. On préfère le conflit ou la relation tripartite avec l'inspection du travail au milieu. Et là, le vrai gap, il est là. C'est que, en effet, qu'on retrouve des modes de dialogue social dits conflictuels. Il y a un conflit, qu'on trouve un intermédiaire pour renouer le dialogue lorsqu'il y a un conflit collectif. Et ce qui est terrifiant, c'est que précisément nos différentes réformes là ont permis l'avènement d'accords assez originaux finalement. On fait des accords d'adaptation, des accords de nécessité, des accords de défense de l'emploi, où on réinvente la théorie de l'imprévision, puisque économiquement c'est compliqué, on trouve l'accord majoritaire pour pouvoir s'imposer aux salariés. Mais ça existait depuis 1936 avec la Cour supérieure d'arbitrage, où vous aviez des arbitres qui pouvaient dire là, il y a une difficulté économique, on admet de réduire la grille de classification, on admet de réduire la rémunération. Tant de temps, il y avait une analyse économique et juridique qui était portée sur la santé de l'entreprise. Et ça, en France, on n'y arrive pas. Il y a un véritable progrès à faire. C'est vrai qu'un bon accord, en général, si ça ne termine pas à 3 h du matin avec des portes qui ont claqué ou des suspensions de séance, c'est pas un bon accord. Mais le dernier point que je voulais ajouter aussi, c'est que l'État aujourd'hui doit aussi nous montrer l'exemple. C'est la manière avec laquelle l'État gère ou traite les partenaires sociaux, et là je mets à la fois les patronaux et les syndicaux dans la même musique. Je pense que là aussi l'État a besoin de faire évoluer sa conception de la négociation sociale vis-à-vis des partenaires sociaux. Donc merci beaucoup, ça permet ce commentaire Jean-Louis de faire une conclusion. Et on a le temps encore pour 3 questions de la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions à nos experts? Alors, je vois 1, 2, et la 3e, ce serait qui? Et voilà. Et 3. Alors, c'est gentil, je te remercie. Donc, il y a d'abord monsieur là derrière qui va remonter. Voilà, très bien, merci. Oui, bonjour. En tant qu'ancien praticien RH, je peux témoigner qu'effectivement, parfois, quand les relations sociales sont installées dans un gros climat au départ, ça peut se passer avec des résultats de négociation, mais ça c'est pour le passé.
Et j'en viens à ma question, est-ce que les ordonnances qui viennent de sortir n'ont pas un élément important avec l'intégration de représentants des salariés dans le conseil d'administration, qui aurait pu permettre justement de développer la négociation? Or là, on n'en parle pas du tout. Qui souhaite répondre? Moi j'étais au conseil d'administration, j'ai fait mon expérience là-dessus. Alors on va... Alors, tout à l'heure, mon voisin va donner son retour d'expérience pratique. Il y avait cette question a été laissée pour compte avec les ordonnances Macron. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les ordonnances, donc vous le savez, fusionnent les différentes instances représentatives du personnel. Ok, ça ne répond pas directement à votre question. Mais, pour les entreprises qui voudraient aller plus loin et inventer un modèle de cogestion, c'est bien compris, il y a la possibilité de négocier la mise en place d'un conseil d'entreprise où l'accord collectif fondateur permettrait de négocier avec les membres de la délégation plus les représentants syndicaux et de faire en sorte qu'il y ait des items qui soient soumis à l'accord conforme du conseil d'entreprise. Donc, en ligne de mire, la loi ouvre une fenêtre un peu à l'allemande pour les entreprises qui voudraient aller chercher ce modèle du conseil d'entreprise. Donc, je m'approche un peu de la réponse à votre question. Mon voisin de gauche a rien à réponse peut-être à part. En micro, peut-être. Mais il marche pas, c'était... Non, on l'a donné à la salle. Il faut qu'on récupère. Il faut qu'on le récupère. Une seconde. Désolé. On applique un principe de prévention, comme j'ai une nouvelle bronchite, je vais éviter de refiler. Oui, non, très court là-dessus. Sur la présence de représentants des salariés au conseil d'administration, moi je l'ai vécu puisque j'ai été longtemps représentant des salariés au conseil d'administration de Fralib. Oui, pourquoi pas, ça serait été bien qu'ils y réfléchissent, mais tout autant que ce représentant des salariés ait un pouvoir au conseil d'administration. Parce que là, moi, en l'occurrence, j'étais représentant des salariés sans aucun pouvoir, même pas de consultatif. Et donc, du coup, avec un certain nombre d'éléments, même y compris sur les questions posées, quand on posait des questions de fond, aucun retour, puisqu'il n'y a pas d'obligation, il n'y avait pas d'obligation de l'employeur de répondre aux questions du représentant des salariés. Donc, ça pourrait être un élément positif, tout étant qu'on lui donne du pouvoir. Si c'est juste être présent pour être présent, entendre, mais avoir aucun pouvoir pas de décision, mais au moins un pouvoir que son discours ou sa vision des choses puisse être entendue et puisse être une valeur ajoutée pour l'entreprise, pourquoi pas, mais pas dans les conditions où c'était aujourd'hui. Et je voudrais juste une précision sur le débat qu'on a eu tout à l'heure, pour pas laisser penser que voilà, tout va bien chez nous et tout fonctionne bien. Quand vous dites par rapport à l'insubordination qu'il y a besoin de donner des gens qui reçoivent les ordres, etc., malgré le conflit qu'on a mené, malgré les 76 qu'on luttait jusqu'au bout, dans l'entreprise aujourd'hui, on est 40 salariés, pas tous aujourd'hui ont élevé leur conscience pour travailler comme on a envie, comme je l'ai décrit. Encore certains d'entre nous, parce qu'ils ont plus de 30 ans d'univers, s'il n'y a pas des ordres de données, ils sont dans cet état d'esprit-là. Donc ça existe encore, parce que le mal, il est profond. Donc même y compris chez nous, c'est pas si simple que ça de le faire fonctionner. Donc, voilà. Juste un point sur la gouvernance d'entreprise et là, je pense que, bon, on l'a vu encore aujourd'hui, il y a encore un chemin à faire, je dirais, psychologique, pour pouvoir arriver à ceci, parce que ça nécessite un certain nombre de préalables sur la capacité d'accepter pour rendre aux cogestion, en codétermination, comme en Allemagne, donc il y a une histoire. Et donc le fait que la loi aujourd'hui ouvre la porte ou la petite fenêtre, je trouve que c'est un élément, mais je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien vu à travers le débat, il y a encore un certain chemin à faire pour y arriver, et est-ce que les organisations syndicales sont capables aussi de rentrer
dans cette phase, et les organisations patronales sont capables de rentrer dans cette phase aussi. Donc c'est les deux, là je prends un peu parti pris, et je pense qu'aujourd'hui on n'est pas suffisamment mûr, enfin moi je le vois en tant que praticien dans l'entreprise, on n'est pas suffisamment mûr pour aller dans ce sens-là, mais le fait que la loi ouvre cette petite fenêtre, je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens, au moins pour les entreprises qui le souhaiteraient. Merci beaucoup. Donc on va te passer le micro, Delphine. Tu étais la deuxième personne. Merci. Oui, tout d'abord, merci à nos trois intervenants pour leur témoignage et leur réflexion. J'avais une question qui concernait peut-être plus M. Jean-Louis Vincent, qui a parlé à un moment donné de groupe de travail avec les jeunes DRH, et donc je m'interrogeais sur la direction que prenaient vos réflexions. Et vous parliez par exemple d'évolution des pratiques. Alors, est-ce que vous parliez des pratiques de négociation ou plus largement des pratiques de gestion des ressources humaines? Vous pourriez nous détailler un petit peu. Mais si ça ne vous dérange pas, je vais donner le micro à la déléguée générale qui pilote ça directement. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc, je suis la secrétaire générale de la MDRH. Oui, donc effectivement, on avait déjà entamé une réflexion avec les professeurs d'ailleurs lors d'une assemblée précédente sur l'enseignement, en disant voilà, il y a eu décentralisation de la négociation qui change parce qu'aussi on a un interlocuteur principal dans les entreprises, je vous rappelle qu'il y a CFDT dans le secteur privé, qui partage aussi avec un certain nombre de syndicats une vision encore alternative à celle qui nous est présentée du dialogue social. Et donc un point qu'on a identifié, c'était qu'effectivement si le dialogue social évolue ou doit évoluer, quelles sont les compétences qui sont attendues des RH, notamment des RH les plus jeunes, puisque une décentralisation de la négociation, ça implique encore plus d'acteurs, et donc plus d'acteurs formés des deux côtés. Et donc on a organisé notamment un séminaire pour tous nos jeunes professionnels de la DRH qui a eu lieu avec justement des représentants syndicaux, avec la DGT, voilà, pour avoir une meilleure compréhension d'abord de cette absence de culture partagée. Parce qu'un jeune qui arriverait et qui se dirait voilà la négociation c'est, il va d'abord être confronté au fait qu'on n'est pas forcément d'accord sur ce que signifie la négociation et les modalités de mise en place de ce dialogue. Et tout autant de la transparence nécessaire dans les informations et de l'anticipation par exemple des clauses de retour à meilleure fortune, parce qu'on ne négocie pas seulement quand on a un problème en demandant moins, il faut aussi anticiper ce que pourrait être une amélioration. Ce à quoi ça renvoie dans les pratique RH, c'est que plus une négociation est décentralisée et plus vous avez à faire tous les jours aux interlocuteurs avec qui vous parlez. Et s'il est vrai qu'il y a un rapport de pouvoir au sein des organisations auxquelles on faisait référence, il y a aussi un enjeu en RH, c'est de dire si le contrat de subordination réglait tout, on n'aurait pas besoin de RH. La RH, elle est là aussi pour créer une dynamique collective, pour donner envie, pour obtenir justement plus, mais de façon plus positive, d'un collectif de travail, du sens, tout ce qu'on connaît. Et donc c'est de dire, voilà, quand j'ai à discuter au jour le jour sur le travail, parce que le dialogue social institué, c'est sur un ensemble de conditions. Or, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait régulièrement, à tous les niveaux, pas seulement au niveau des IRP, une discussion sur le travail et sur l'organisation du travail. Alors ça, c'est très difficile. Et il y a une nécessité pour les professionnels RH, notamment les plus jeunes, de se former au dialogue social institué dans ces nouvelles versions pour qu'il soit riche et utile, et en même temps de développer un dialogue social et donc une culture de la négociation permanente, parce qu'un manager passe son temps à négocier justement la compréhension de l'enjeu collectif, la nécessité de la régulation dans le travail. On négocie comme on négocie tous à tout niveau avec nos interlocuteurs. Voilà. Donc c'est un sujet de fond pour nous, de dire quelles sont les compétences requises pour les professionnels RH pour que ce dialogue, peut-être à défaut de dire négociation, entre des acteurs sociaux, à ce moment-là on va utiliser les termes peut-être plus consensuels, puisse être utile à l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup. Donc on va accueillir notre troisième et dernière question. Merci Nicolas. Je pense que la personne qui vient de parler a en partie répondu à ma question qui était est-ce que vous pouvez identifier des conditions qui permettraient de donner plus d'essor à la médiation, à la conciliation, autre que bien sûr le système coopératif qui est une voie intéressante. Je pense que, en fait, je vous pose la question, peut-être que vous avez d'autres idées. Qui voudrait répondre? Aujourd'hui, elle est liée à une volonté, à l'acceptance des deux parties. Moi, je dirais c'est comme sur certains aspects. Moi, j'attends aujourd'hui, il faudrait que la loi aille un peu plus loin et soit un peu plus coercitive de ce côté-là.
Maintenant, si on fait ça, je dirais, on met le fameux droit de grève, on pourrait se poser l'interrogation sur le droit de grève en finale, parce que de dire avant d'arriver au droit de grève, vous êtes obligé de rentrer par des phases d'arbitrage, de médiation, de conciliation, en finale, il y a peu de chances qu'on arrive à la grève. Donc là, c'est un renversement total. Alors, moi, personnellement, en tant que DRH, si la loi arrive dans ce sens-là, je dirais pourquoi pas. Maintenant, sur la pratique telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne peut se faire que si vous êtes dans un climat de confiance, de maturité, que vous ayez une vision différente, c'est une chose, et en disant on va se remettre à quelqu'un, une personne tierce, parce que là on n'est pas d'accord sur ce point-là, et donc peut-être qu'on aura un regard extérieur qui permettra d'arriver à un accord. Mais aujourd'hui, elle ne peut se faire que si vous avez déjà un bon niveau de maturité dans la relation entre les deux individus, enfin les deux organisations, si vous préférez, patronale et syndicale de l'autre. Mais maintenant, après, si la loi évolue dans ce sens-là, comme ça existe dans certains pays européens, pourquoi pas. Mais maintenant, ça changerait totalement, y compris le droit de grève tel qu'il existe aujourd'hui en France. Merci. À mon sens, il y a quelque chose d'assez simple qui pourrait être mis en œuvre et qui reposerait sur le respect de la volonté des partenaires sociaux. Tout de même, et c'est un peu la faute de la Cour de cassation. Il y a des accords collectifs de travail pour rester sur le terrain des relations collectives. Des accords collectifs de travail qui prévoient des modes de résolution amiables, des commissions d'interprétation, des commissions de médiation. Donc ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des différends figurent déjà dans des accords collectifs, mais pour lesquels les juges nous disent « Oh, ils ne sont pas stipulés dans des termes impératifs. » Donc finalement, c'est le juge. Voilà, vous ne pouvez pas vous sentir lié par une clause de mode alternatif de règlement des différends parce que votre clause figure dans le préambule de l'accord ou elle n'est pas rédigée en des termes suffisamment impérieux. Ça, je trouve que ça n'est pas normal. À partir du moment où les partenaires sociaux, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise, ont prévu des modes alternatifs de règlement des différends, mais déjà entre eux, avant qu'on saisisse le juge pour demander le sens de l'accord, alors même que ce sont les partenaires sociaux qui pourraient en cas de difficulté résoudre un problème d'interprétation, qu'on applique la clause prévue par les partenaires sociaux. Et je dirais même qu'il faudrait que de plus en plus les partenaires sociaux dans les accords insèrent ce type de clause, de mode alternatif de règlement des différends. Et il y a quelque chose que nous n'avons pas en France et que je regrette, c'est l'arbitre de grief qu'il y a au Canada. Au Canada, vous pouvez très bien saisir un arbitre de grief, lorsqu'il y a un conflit d'interprétation d'une convention collective. Plutôt que d'aller voir le juge, on fait appel à un sachant, un intermédiaire, pour que celui-ci dise non mais voilà, ce que vous avez voulu dire dans la convention collective, au regard de tous les documents que vous me passez, c'est ça. Et n'attendons pas que ce soit la Cour de cassation qui nous donne la leçon. Voilà, je pense que ce serait très sain, même si une des réformes récentes qui a été mise en place a été, ayez-le à l'esprit, parce que ça peut bouleverser vos pratiques, vous, en tant que RH, a été de donner comme pouvoir à la Cour de cassation de rendre des avis sur l'interprétation des conventions et accords collectifs de travail, tout niveau confondu. Voilà un bel exemple où le juge vient court-circuiter le pouvoir d'interprétation des partenaires sociaux eux-mêmes. L'inverse qu'il faudrait faire. Donc on écoute Olivier et ensuite on aura, je remercierai, on aura fini. Ceux qui, si vous avez besoin de sortir, prenez le livre avant de partir. Olivier. Oui, non, c'est pas une réponse à la question, c'est juste un retour d'expérience personnelle sur notre coopérative là tout récent, qui rentre dans comment on pourrait faire les choses. On a eu besoin là, on s'est interrogé cet été parce qu'on a besoin d'évoluer positivement. Le combat contre la multinationale, on l'a gagné, la création de l'ASCOM, c'est gagné. Maintenant, la pérennisation, c'est loin d'être gagné pour différentes raisons. Donc, on est là-dedans en ce moment. Et on avait besoin de se réorganiser pour se donner un peu plus de moyens. Eh bien, on a réfléchi au conseil d'administration début septembre. On l'a partagé avec l'ensemble des coopérateurs dans la foulée. On a décidé tous ensemble de travailler service par service pour voir comment on pourrait mettre en place une nouvelle organisation pour nous donner un peu plus de moyens pour être plus efficace.
et on a représenté le projet début octobre et on l'a mis en place le 9 octobre. Voilà. Avec notamment sur les horaires de travail, des conséquences importantes pour les salariés. On était dans 2 équipes alternées matin après-midi, maintenant c'est matin et journée. Donc il y a des conséquences sur l'organisation personnelle, la vie personnelle. Et donc ça, on a réussi à le faire en à peine un mois. Avec Unilever et Infralip, ça ne serait pas passé de cette manière-là, je peux vous dire que ça aurait été très conflictuel. Et là, on a réussi à le faire. Pourquoi? Parce que on est service par service, on a regardé non pas que le côté, l'intérêt de l'entreprise, mais aussi les contraintes des personnes sur leur vie personnelle et comment on fait pour répondre à tout ça. Voilà. Et donc, en un mois, on a réussi à le faire. On l'a démarré, bon, c'est récent, on l'a démarré depuis le début de la semaine. Il faut voir si ça correspond, on verra dans le temps si c'est bon ou pas. Alors moi, il me reste juste à dire, à conclure en vous disant, Jean-Louis, Olivier et Alexis, au nom de la GRH d'un côté et d'Aix-Marseille Université d'un autre, un très 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 grand merci. Des profils si différents que les vôtres, avec des points de vue si différents et qui s'écoutent et qui se parlent avec tant de respect, ça mérite le respect, un grand apprentissage pour nous. Et je rappelle que vous avez le livre ici en partage.